Bonjour. Aujourd'hui, on se penche un peu sur les dernières perspectives économiques mondiales. On s'appuie sur les Échos, pages 6 et 7. Bonjour. Et le tableau général, disons, indique un net ralentissement. L'OCDE vient d'ailleurs de revoir ses prévisions. Oui, à la baisse. Voilà. Pour 2025, on parlerait de la croissance la plus faible depuis la crise Covid, si on accepte 2022. On va explorer ça. Exactement. Les chiffres. Il pointe vers 2,9% de croissance mondiale pour 2025. C'était 3,1% en 2024. Donc un tassement. Oui, un tassement. Et ça s'explique par plusieurs facteurs, en fait. Il y a l'inflation qui résiste, et puis, bien sûr, le poids des taux d'intérêt qui reste élevé. Justement, ces freins. Qu'est-ce qui grippe la machine économique mondiale, d'après ce qu'on lit? Le premier gros morceau, c'est cette inflation. Surtout dans les services. Elle lâche pas facilement. Ah oui. Particulièrement en zone euro. On l'attend encore à 2,5% en 2025. Donc forcément, ça pèse sur le pouvoir d'achat et donc sur la consommation. Logique. Et le deuxième frein important, ce sont les taux directeurs. Ils sont hauts pour calmer l'inflation, d'accord, mais l'effet direct, c'est que ça coûte plus cher d'emprunter. Ce qui freine l'investissement des entreprises, j'imagine. Exactement. Les Échos parlent d'un coup de frein très net sur les investissements depuis fin 2022, en zone euro comme aux États-Unis. Et sur la durée de ce frein lié au taux, est-ce que les articles donnent une idée? Quand est-ce que ça pourrait se détendre? Non, pas de calendrier précis. Mais le message, c'est que tant que l'inflation, surtout celle des services, ne baisse pas vraiment, les banques centrales resteront prudentes. D'accord. Donc l'impact sur l'investissement, c'est pas juste pour quelques mois. C'est ça. C'est une réalité, disons, à moyen terme. Parlons d'un acteur incontournable. La Chine. Sa performance influence tout le monde. Les Échos indiquent une reprise un peu décevante là-bas. Tout à fait. La dynamique post-Covid, elle est moins vigoureuse qu'on l'espérait. Le CDE table sur 4,9% pour 2024. Ce qui est déjà pas mal, mais... Oui, mais après, ça ralentirait à 4,5% en 2025. Et vu le poids de la Chine dans l'économie mondiale, dans les chaînes d'approvisionnement, ce ralentissement, il a des répercussions partout. Clairement. Au-delà de ces chiffres un peu macro, les sources pointent un autre risque. La fragmentation commerciale, le protectionnisme. Là, ça devient plus incertain, non? Oui, c'est une inquiétude très très présente dans les analyses de l'OCDE que rapportent les Échos. C'est-à-dire? La multiplication des barrières commerciales, les tensions géopolitiques, on pense à la Chine et aux États-Unis, et puis toutes ces politiques de subvention massives, comme l'Inflation Reduction Act américain. Tout ça, ça casse un peu les échanges internationaux. Et l'OCDE a chiffré ça. Oui, ils ont une estimation. Ce protectionnisme ambiant, ça pourrait coûter, tenez-vous bien, 1,8% de PIB mondial en moins sur 5 ans. Ah oui, 1,8%, c'est énorme. C'est pas juste un chiffre abstrait, j'imagine. Non, pas du tout. Les articles suggèrent que ça se traduit par des choix difficiles pour les entreprises, réorganiser les chaînes de valeur, trouver d'autres fournisseurs. Ce qui coûte cher. Oui, et ça peut même impacter le coût final pour le consommateur et la disponibilité de certains produits. On voit déjà des entreprises qui cherchent des fournisseurs dans des pays jugés, disons, plus amis. Ou plus proches géographiquement. Voilà. C'est une réorganisation en cours. Donc on redessine un peu la carte du commerce mondial, en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Ça complexifie les choses, ça peut augmenter les coûts, et puis il y a une incertitude politique plus large qui s'ajoute. Comme quoi, par exemple? Un article mentionne l'impact potentiel de coupes budgétaires américaines dans la science si l'administration changeait. Ça peut freiner l'innovation, les décisions d'investissement à long terme des boîtes de tech, par exemple. Je vois. Et cette incertitude globale, elle pèse aussi sur un autre domaine crucial abordé en page 7, le financement de la transition écologique en Europe. Là, on serait carrément à la traîne. C'est le constat, oui. Assez préoccupant de l'Institut I4CE, repris par les Échos. Les investissements pour le climat en Europe en 2023, ils ont quasiment stagné, plus 0,5%. Seulement 0,5% d'augmentation. Oui. Pour atteindre 407 milliards d'euros. Le problème, c'est qu'il en faudrait 842 milliards chaque année d'ici 2030 pour tenir les objectifs. Donc, on est à moins de la moitié du chemin. Exactement. Et le principal coupable de cette stagnation en 2023, c'est le gros coup de frein sur la rénovation énergétique des bâtiments. Ah, pourquoi? À cause de la hausse des taux d'intérêt, encore eux, et puis le coût des matériaux qui reste élevé. On retrouve l'impact des facteurs macroéconomiques. D'accord. Malgré ce tableau un peu gris sur l'investissement vert, est-ce qu'il y a quand même des secteurs qui tirent leur épingle du jeu? Des points positifs? Oui, heureusement, tout n'est pas noir. Les investissements dans les transports propres, genre véhicules électriques, ça a continué de bien progresser. Plus 10,5%. Ah, quand même. On sait le retard global. Il faudrait passer à la vitesse supérieure. Voilà. Le rapport de l'I4CE insiste sur l'urgence.
Il faut des stratégies publiques claires, mobiliser beaucoup plus de capitaux, publics et privés. Mettre le paquet, quoi. Bon, alors si on résume un peu tout ça, d'après notre lecture des Échos, on a une croissance mondiale qui ralentit, freinée par l'inflation, les taux hauts, Hmm. des tensions commerciales qui montent, qui fragmentent les échanges, Oui. et puis un défi immense pour financer la transition verte, surtout en Europe où on n'y est pas encore. Quelle réflexion plus large ça inspire tout ça? Ça soulève une question assez fondamentale, je trouve, qui va au-delà des chiffres de l'année prochaine. Laquelle? Si ces freins, la fragmentation géoéconomique, le coût énorme mais nécessaire de la transition écologique, peut-être une inflation plus durable qu'on le pensait si tout ça s'installe dans la durée, est-ce que ça ne change pas fondamentalement la donne? C'est-à-dire? Est-ce que la normalité économique qu'on a connue, avec une certaine croissance régulière ces dernières décennies, est en train de changer? Est-ce qu'il va falloir, collectivement, ajuster nos attentes de progrès économique, d'amélioration du niveau de vie? Repenser notre modèle de croissance en quelque sorte. C'est une possibilité, une perspective en tout cas, qui mérite réflexion.